Victoire de Lewis Hamilton devant Mark Webber et Robert Kubica. Tel est le résultat du Grand Prix de Belgique 2010. Salut à tous, bienvenue dans ce 7e numéro de Tomorrowline. Au sommaire, des dilemmes au niveau du coût et de l'innovation, et des questions qui méritent des réponses. Réduction ou innovation? Voilà ce qu'est en train de tout le monde, ce beau petit monde est en train de se poser comme question. Du côté de chez McLaren, on estime que il faut tout simplement innover, tout en maîtrisant les coûts. Du côté de chez Mercedes, on estime que il faut toujours maintenir ce subtil différentiel entre l'innovation des ingénieurs et le pilotage. Du côté de chez Lotus, on estime que de toute façon, toutes les idées, toutes les dernières innovations de ces 20 dernières années concernent les ailerons avant ou les ailerons arrière, donc la traînée. Du côté de chez Virgin, on estime enfin que les innovations de Lotus depuis les années 50 jusqu'aux années 70 ont permis de créer la Formule 1 moderne. Pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement parce que la FOTA se pose des questions sur la standardisation des composants des Formule 1. Il y a déjà l'écu, il y a déjà les pneumatiques. On suit plus loin sur les moteurs gelés. Quid de la suite? On a parlé de suspension, de boîte de vitesse, de KERS très récemment. Mais maintenant, la FOTA se pose des questions sur savoir quoi faire de plus. Et là, les avis divergent de plus en plus et les réunions n'ont pas fini de durer dans le temps. Chacun campe sur ses positions. Chacun estime que l'innovation doit perdurer. McLaren et son patron Martin Whitmarsh estime que de toute façon, les données actuelles de la FIA pour les réductions des coûts sont destinées à faire sur le long terme. On verra si c'est possible. En tout cas, la standardisation à venir n'est pas pour maintenant en Formule 1. Question de Batista. Favoriser Webber est-il durable ou risque-t-on de favoriser Vettel en cas de contre-performance à l'avenir? C'est une très bonne question justement. Quand on voit le Grand Prix actuel, c'est vrai que Vettel n'a pas été très verni sur ce Grand Prix-là, mais Webber a été quand même et globalement plutôt solide depuis déjà un certain temps. On peut aussi estimer quelque chose, c'est est-ce que Red Bull ne va pas décider de choisir l'expérience? Parce que c'est justement là le gros problème de Sébastien Vettel, sa fougue l'emporte encore et toujours. L'accident sur Button est un exemple. On l'a sanctionné non pas pour ce qu'il a causé d'une certaine manière sur Button, mais ses changements de trajectoire un peu juste avant. Après, Vettel l'a payé, on l'a vu, il a crevé, il a fait toute la longueur de la piste avec un pneu crevé, mais globalement, on voit bien que du côté de chez Red Bull, ça fait grise mine quand même globalement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en sera? Je pense que Webber, incontestablement, a marqué des points. Là, c'est clair, net et précis, non autant au classement que mentalement. Red Bull décidera de choisir ce qu'il faut. La question, elle est posée. Maintenant, c'est un match à 2. On peut l'estimer comme ça. C'était un match à 5 auparavant, c'est devenu plus qu'un match à 2. Alonso abandonné, Button abandonné, Vettel loin, il reste plus qu'Hamilton et Webber. Logiquement, normalement, Red Bull prendra une décision. Je pense que la décision arrivera pré-Monza, mais pas avant, je ne pense pas. Mais on va laisser encore un petit peu Vettel faire les choses, mais je pense que Webber de toute façon est en train de s'imposer, même mentalement. Il le fait déjà depuis Silverstone, à sa manière certes, mais il le fait. Vettel commence un petit peu à perdre les pédales pour X raisons. En plus, il perd son capital sympathie. On va voir ce qu'il en sera par la suite. Mais en tout cas, je réinsiste que Red Bull va prendre une décision après Monza. Il y a de très fortes chances. Parce que si l'écart commence à grandir, mais il faut que Vettel réagisse et de manière intelligente surtout. Alors une question de Shogun 971, pas m'engueuler, et Nagash. Alors c'est deux questions qui vont suivre. Alors nos deux amis nous demandent quid de Lotus et de Renault. Écoutez, je vais même vous raconter une histoire toute simple. Il y a même eu une rumeur Renault-Williams durant le week-end, qui n'a pas été prise très au sérieux. J'en expliquerai un peu plus dans la newsletter au niveau de l'analyse, mais quoi qu'il en soit, le moteur Renault a l'air d'être le centre névralgique de tout ce qui va se passer par la suite. J'explique. L'échange Mercedes, Renault, Force India, c'était vendredi. On nous a attendu, on nous a
bassiné tout le mois d'août sur Lotus et Renault. Pas d'annonce est apparue. On nous a parlé aussi de Renault, boîte de vitesse et moteur, avec Williams. Mais alors quoi? Qu'est-ce qui reste finalement? Lotus, il y a des chances. On ne sait pas quand, mais il y a des chances. Est-ce qu'une annonce sera prévue là, la semaine qui vient? Probablement. Du côté de chez Williams, restons très très prudents. La rumeur est venue d'une certaine manière cumulée avec exactement ce qui s'était passé avec l'histoire de Mastercard, mais les démentis ont été très très sévères par derrière. On verra bien ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, ce moteur Renault qui soi-disant n'est pas le plus performant, visiblement a l'air d'être le plus convoité. Concernant du côté de chez Force India, je pense Force India va garder son moteur Mercedes. De toute façon, le contrat dure jusqu'en 2012. Il y a des contrats qui sont très très complexes. Il y en a pour une vingtaine de millions d'euros au total, à la fois technique. Ça va au-delà de la fourniture du moteur. C'est aussi des aspects techniques, CFD et autres. Mercedes en a aussi besoin d'une certaine manière, surtout que Force India n'est pas ridicule. Mais il est clair que le fantasme Vettel-Mercedes, ça fait du bien à l'ego, surtout quand on voit les performances de Mercedes aujourd'hui. Alors justement, ça me permet de rebondir. Qu'est-ce qui se passe chez Mercedes GP? On l'a vu justement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout simplement, la voiture, l'évolution de cette voiture de 2010, elle a un coup de frein, tout simplement, et c'est terminé. Ça n'évoluera plus, de toute façon. Ross Brawn a parfaitement compris que son diffuseur à soufflage bas a été un gros problème. Alors, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, la voiture est magnifique, tout est bien, très belle évolution et tout. En Hongrie, elle était revenue en arrière du fait que justement elle a un problème de contrôle au niveau des températures. C'est vraiment, on est allé à la hâte. On a voulu encore et toujours vouloir rattraper plus vite que la musique, sans véritablement comprendre et analyser. Contrairement à ce qu'a fait McLaren, par exemple, depuis Silverstone, son soufflage bas, on s'est rendu compte que la voiture était difficile à Silverstone, complètement à la ramasse le reste du temps. On se disait même qu'elle allait plus jamais gagner. Puis finalement, une très belle course de Hamilton, même une très belle qualification, une très belle course d'Hamilton. Donc du côté de chez Mercedes GP, j'entends, c'est que globalement, il y a un problème au-delà de Schumacher, il y a aussi un problème clairement au niveau justement technique. Alors on a demandé de l'innovation pour 2011, on va voir ce qu'il en sera. Moi je ne pense pas qu'en 2010 ça fera des étincelles, je pense que c'est terminé, désormais c'est terminé. Concernant maintenant les moteurs, on a vu le micmac qu'il y a eu entre d'un côté McLaren qui dément Mercedes. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté, beaucoup de communication derrière tout ça. McLaren a un droit de veto, ça c'est clair, mais de là à dire que c'est à cause de McLaren qu'il y a ceci, c'est tout simplement rejeter la faute à un partenaire qui agace de plus en plus, je dirais, du côté de chez Mercedes. Il semblerait, les échos disent que c'est plutôt Ross Brawn, qui d'ailleurs est plutôt contre cette histoire de Red Bull, contrairement à Martin Whitmarsh, qui est, on va dire, plus on est de fou, plus on rit, il faut être relatif, mais quand même, globalement, il serait pas mécontent de voir Mercedes dominer encore un peu plus. Donc chez Mercedes, de toute façon, il va y avoir beaucoup de changements, en termes déjà au niveau des ingénieurs, au niveau déjà, pas des pilotes, parce que ça va rester Rosberg d'un côté, Schumacher de l'autre, mais Schumacher est quand même clairement sous pression, ça se voit de plus en plus. On va voir ce qu'il en sera par la suite. Mais globalement, n'espérons pas. Maintenant, est-ce que Renault récupérera la suite? Après, Renault a bien progressé. Est-ce que Renault va récupérer la place de Mercedes? On va voir justement, ça sera l'attrait en fait de ce duel-là. Nous verrons bien pour la suite. Et voilà, c'était donc le numéro du Grand Prix de Belgique de Tomorrowline. Alors je vous rappelle tout simplement que le Business Book GP, que voici un exemplaire en papier magnifique, est disponible en PDF et que dès mardi, une offre promotionnelle au niveau de la newsletter sera aussi disponible. Ce que je vous propose, c'est simplement les 9 derniers numéros de la newsletter seront disponibles pour 10 € et une offre pour les 9 numéros plus le format PDF du Business Book GP pour 20 €. Donc voilà, vous faites vite le calcul. Donc l'ouvrage est là. Voilà, je vous laisse avec tout simplement les petites Formule 1, dans une Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a récupérée. Je vous souhaite simplement une bonne semaine, bon Grand Prix à la suite.
Le prochain c'est quand? C'est l'Italie. Donc c'est juste l'Italie. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne journée et au Grand Prix d'Italie.